Bonsoir, si les Nouveaux Mondes vous accueillent aujourd'hui à Madagascar, c'est afin d'illustrer l'un des problèmes de l'environnement les plus graves de la fin de ce siècle, la déforestation. Ici, chaque année, plus de 200 000 hectares de forêts sont déboisés. À la clé, ce sont des milliers d'espèces animales et végétales qui disparaissent. Et même si aujourd'hui encore, comme vous pouvez le remarquer, quelques îlots de forêt subsistent, à ce rythme-là, dans 10 ans, Madagascar ne sera plus qu'un désert. C'est pourquoi, accompagné de Jean-Jacques Peter du Muséum d'Histoire Naturelle, professeur d'écologie et grand spécialiste des espèces animales en voie de disparition, nous allons vous faire découvrir tout au long de cette émission l'extrême richesse de cette grande île et les moyens mis en œuvre pour essayer de contrer ce qui semble être encore aujourd'hui l'irrémédiable. Jean-Jacques, quand on arpente des terres brûlées comme celle-ci, on a peine à penser quand même qu'elles étaient recouvertes à une époque d'une forêt dense. Oui, c'est vrai, et je crois que comme l'essentiel du territoire de Madagascar, la forêt était partout et elle contenait une faune extraordinaire et bien sûr maintenant on a des immensités comme celle-là qui sont brûlées. Les gens brûlent dans des villages, autour des villages, dans des zones très diverses et cela dépend en fait du type de forêt. On a 3 forêts principales, 3 types de forêts. Il y a la forêt de l'Est, c'est une forêt somptueuse, très diverse, mais très solide aussi, et qui malheureusement est brûlée pour rechercher les bois, des palissandres, etc. Et petit à petit, la forêt perd sa richesse, et un jour ou l'autre, on commence à y mettre le feu pour faire du riz de montagne. Voilà, parce que la base alimentaire ici à Madagascar, c'est le riz. Alors, une autre forêt, la forêt de l'Ouest, qui elle alors est beaucoup plus sèche. Elle a des problèmes de feu aussi, seulement c'est pour d'autres raisons. Le feu est mis à la savane pour que les ébus puissent être de l'herbe verte. Les ébus ont besoin d'herbe fraîche et quand on brûle la savane, l'herbe repousse plus vite, c'est ce que disent les paysans. La forêt du Sud est encore différente? Alors la forêt du Sud, c'est un autre problème. La forêt du Sud, elle est très sèche. Et si elle a été déboisée, c'est pour faire cuire le riz. On coupe les didieréacées, enfin toutes ces plantes merveilleuses, pour en faire du charbon de bois. Un sol qui est mis à nu, c'est un sol qui est en proie à l'érosion. S'il est mis à nu, l'érosion commence, la surface petit à petit s'en va, surtout comme c'est un sol qui est en pente. Ici autour de nous, le paysage heureusement n'est pas encore donc trop abîmé par cette érosion. En revanche, dans d'autres endroits de Madagascar, on voit comme des plaies ouvertes en quelque sorte, avec une terre très rouge. Oui, c'est ce que les Malgaches appellent les lavacs. Il y en a beaucoup dans les zones qui ont été justement déboisées, où il y a eu des feux, et c'est la maladie en quelque sorte de la latérite. La latérite, c'est ce qui se trouve donc juste en dessous de la terre meuve, c'est une sorte de terre fossile? Oui, c'est des terres primitives qui étaient là. Et bien cette latérite fond en quelque sorte et finit par s'écrouler sur elle-même. Et on voit ces espèces de plaies rouges sur le territoire de Madagascar. Et c'est vraiment très déstabilisant, si je peux dire, quand on a envie de faire quelque chose pour ce pays. Si jamais on laissait la situation s'envenimer, est-ce que vous avez l'impression que Madagascar pourrait devenir une sorte d'immense désert? Ah, ça c'est certain. Je crois que là, actuellement, c'est en train sur la voie de devenir l'équivalent d'un Sahel. Bon, mais écoutez, puisque le paysage qui nous entoure est relativement déprimant, puisque vous avez parlé si joliment de la forêt de l'Est, allons-y pour nous rendre compte de la beauté encore de quelques îlots préservés. Comme vous pouvez le remarquer, les paysages ici à Madagascar sont très contrastés, puisque nous nous trouvons maintenant dans la réserve d'Andasibe avec une forêt luxuriante qui n'a rien à voir avec le décor totalement désolé que nous avions il y a un moment. Il y a des bruits dans la forêt et pour cause, puisqu'il est habité par des lémuriens légendaires ici. Il s'agit des Indris. Oui, les Indris sont les plus grands lémuriens
qui existent à Madagascar. Il y en avait d'autres plus grands encore qui ont disparu. Ils ne vivent que dans ce type de forêt, c'est-à-dire forêt humide. Forêt de l'Est, humide, qui malheureusement a pour une grande partie disparu. Oui. Et il reste ce morceau qui a été déclaré réserve nationale avec l'assentiment de tout le monde. Hein. C'est parce que les Malgaches pensent que les premiers Malgaches qui ont débarqué à Madagascar, en arrivant vers ici, se sont séparés en deux groupes. Un groupe est parti travailler en ville, et puis il y en a un autre qui ne voulait pas travailler, qui est resté là. Et qui de temps en temps se met à se plaindre avec des grands hurlements un peu tristes. Et c'est les pauvres Babakout qui sont restés là. Babakout, ça veut dire le grand-père, le brave grand-père en quelque sorte. Hein. Donc en fait, les Andris sont en quelque sorte nos frères. Alors, ce qui est bizarre, c'est que vous nous disiez que les Malgaches donc protègent plutôt ce lémurien et en même temps, son habitat se détruit de plus en plus. Il y a quelque chose qui est paradoxal. C'est difficile d'être parfaitement rationnel. C'est vrai qu'il faut en même temps protéger le milieu, sans ça les Babakout disparaîtront. Bon, nous allons voir ensemble tout au long de cette émission quels sont les moyens mis en œuvre aujourd'hui pour essayer de contrer au maximum ce déboisement systématique. Auparavant, nous allons partir en Guyane. Là-bas, EDF avait construit en 1993 un barrage impressionnant, un barrage hydroélectrique sur le site de Petit-Saut. Laurent Grandjean, qui est spécialiste des rongeurs, est parti là-bas pour nous faire un bilan écologique des 4 dernières années. Un lac immobile et sombre d'où surgissent d'innombrables cimes squelettiques d'arbres de plus de 30 mètres. Seul reste visible d'un territoire de forêt vierge, grand comme Paris, noyé par les eaux du fleuve Sinnamary, en plein cœur de la Guyane française. Le responsable, c'est lui, le barrage de Petit-Saut, le plus grand jamais construit sur le territoire français, qui fournira à lui seul toute l'électricité de la Guyane française. De janvier 1994 à juin 1995, lors de la mise en eau du barrage, EDF avait initié un véritable programme de sauvetage des animaux piégés par la montée des eaux. Pendant de longs mois, une équipe de chercheurs, vétérinaires et techniciens ont ainsi capturé des milliers d'animaux en perdition. Des reptiles, mammifères, batraciens, insectes ont été ainsi recueillis à temps. Le but de ce vaste programme, réintroduire les animaux dans une réserve proche du site. Mais si quelques milliers d'animaux ont pu avoir cette chance, qu'en est-il des dizaines de milliers d'autres qui sont finalement restés piégés sur les îles ? Aujourd'hui, il est temps de faire un premier bilan. Ces animaux ont-ils finalement disparu en masse ou se sont-ils adaptés au contraire à leur nouvel environnement ? C'est pour tenter de répondre à cette question qu'une équipe de chercheurs du muséum recense régulièrement les populations animales sur l'ensemble du site. Laurent Grandjean est l'un d'entre eux. Dans le courant de l'année 94, on a donc eu une montée de 35 mètres du niveau de l'eau au niveau du barrage. Et donc toutes les zones hautes de la forêt se sont transformées en des îlots. Alors on a commencé en faisant un point zéro, ce qu'on a appelé un point zéro, un état des lieux avant le début de la montée des eaux. Et ça c'est une originalité de ce projet. On a continué cette étude pendant la montée des eaux, à une époque où les îlots se formaient. Et actuellement, donc, on est en train, dans une situation qui est quasi définitive, c'est-à-dire avec un niveau d'eau maximum, on est en train de continuer à suivre ce qui se passe sur l'ensemble des îlots et sur une zone qu'on considère comme une zone de référence, une zone de terre ferme qui a été moins affectée par la montée des eaux. On est donc en train de suivre de façon comparative ce qui se passe au niveau des populations et des peuplements de tout un ensemble de groupes d'animaux. Laurent Grandjean s'intéresse plus particulièrement aux rongeurs et autres petits mammifères. Tout au long des 3 semaines que dure sa mission, il visite des dizaines d'îlots accompagné d'un collègue, Gilles Chélan. Au début, les chercheurs ont failli se perdre souvent en sortant des chemins tracés dans la jungle. Aussi, le travail à deux s'impose.
La technique qu'on utilise pour ce suivi des petits mammifères est celle de capture-recapture, c'est-à-dire qu'on capture les animaux, on les identifie, on les pèse, on les mesure, on les relâche et pour éventuellement les recapturer, ce qui nous donne des informations à la fois sur la démographie, les déplacements et l'écologie de ces animaux. Ce sont ainsi plus de 200 pièges que Laurent pose ou relève chaque jour. L'appât utilisé, le plus souvent de la noix de coco, une petite friandise bien appréciée des rongeurs. Non, toujours rien on dirait. Là on est dans la zone à fourmis, hein, d'où le changement d'appât nécessaire. Stéphane, l'année dernière, avait piégé une trentaine d'îlots et il avait eu des captures sur 3 seulement. Ah oui, ouais. En fait, il n'y a plus qu'une espèce qui se maintient et elle se maintient sur un tout petit nombre d'îlots. A priori, c'est quand même maintenant la saison la plus favorable aux captures. Donc si on n'a rien cette saison, après n'avoir rien eu en saison des pluies, bon, ça voudra probablement dire qu'il n'y a pas de rats sur cette île. 4 ans après l'inondation du site, le bilan est plutôt sévère. Sur les 15 espèces de rongeurs présentes dans la région, une seule subsisterait et encore seulement sur les îlots de plus de 10 hectares. Selon Laurent, en dessous de cette superficie, les rongeurs, grands consommateurs de fruits, n'ont sans doute pas eu suffisamment de ressources alimentaires et ils ont dû mourir de faim. Autre raison évoquée, ces petits mammifères, un à un, auraient servi de repas aux serpents, dont on a observé au contraire une forte prolifération sur certains îlots. En surveillant et en recensant l'ensemble des populations animales à petits sauts, les scientifiques espèrent dans l'avenir pouvoir tirer des leçons utiles pour d'autres cas de dégradation de l'environnement. Comme déterminer à l'avance la superficie minimale à respecter pour chaque espèce en cas de nouvelle fragmentation du territoire. Des leçons essentielles car, tout comme la déforestation, la fragmentation des espaces vierges est l'un des graves dangers qui menacent notre planète. Les îlots créés par les barrages ou les routes sont autant de prisons pour la faune et la vie ne circule plus. Retour au camp, la station Saint-Eugène. Des constructions sans murs, juste un toit de tôle pour se protéger des pluies tropicales. Ces carbets sont construits dans une clairière qu'il a fallu élargir pour prévenir toute chute dangereuse d'arbres. Alors, vous avez trouvé quelque chose sinon? Ah, j'ai des crottes à te montrer. Ah, c'est vrai. Ah, j'ai pas chez moi. Non, vous avez attrapé quelque chose ce matin? Ouais, un peu. Les occasions de travailler dans la forêt amazonienne, de faire de la zoologie, de l'écologie, qui sont nos passions au quotidien, on n'en a pas beaucoup, donc bon, des occasions comme ça, on les saisit. Et bon, pour certains d'entre nous, c'est même un rêve de gosse de pouvoir venir ici. Donc on fait ça vraiment avec passion et on y vient avec plaisir. Maintenant, bon, il y a les petits inconvénients de la vie de tous les jours, genre l'utilité de cette moustiquaire, bon, les moustiques, les araignées, plein de choses qui piquent. Il y a les saisons des pluies qui sont un peu difficiles à vivre parce que tout moisit et puis bon, quand il pleut pendant 2 jours d'affilée, c'est pas facile non plus. Alors ça rebute certains, mais bon, c'est tellement compensé par tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut apprendre dans cette forêt amazonienne que bon, on y vient quand même avec plaisir. Eh ben, tu vois, c'est la matoutou qu'on avait l'autre jour dans le carbet là. Ça tombe bien parce que Gilles voulait la photographier. Voilà, c'est bon. J'ai toujours aimé énormément les animaux, la forêt d'une façon générale et pour moi c'était un rêve depuis très longtemps. À partir du moment où j'ai pris conscience que la forêt tropicale était menacée, c'était vraiment un rêve d'y venir et bon, bah, l'occasion s'est présentée dans mes études et j'ai sauté dessus, j'ai pas hésité. Aujourd'hui, pour poser ses pièges, Laurent a demandé l'aide de Jean-Christophe, spécialiste des reptiles, il est herpétologue.
Et Laurent, attends, là, il y a un serpent-gamme là. Je vais essayer de l'attraper. Faites quoi? Je vais essayer de l'attraper. Attends. Ok, c'est bon. C'est un yann? Impeccable. Ouais, c'est un serpent-gamme. Ouais. C'est vraiment très mimétique, on les voit quasiment jamais. Hein. Ça vit assez haut dans les arbres. Et puis, avec la coloration verdâtre, c'est pas évident de repérer cette espèce-là. Hein. Puis en plus, ça m'intéresse particulièrement parce que ça mange des lézards, même essentiellement avec des oiseaux. Hein. Les lézards arboricoles, les anolis? Ouais, tout ça. Tout ça. Ah ouais. Bon, moi c'est bon, on peut le ramener au camp. Il s'agit d'un serpent non venimeux. Mais cette zone de forêt recèle les espèces les plus dangereuses. Ça te gêne pour Matoury? Oui, Matoury, on vaut 5 sur 5 avant. Ici c'est Laurent, comme convenu tout à l'heure, pour t'annoncer entre autres que Jean-Christophe Vier vient d'arriver, sans trop de problèmes, à la pagaie comme d'habitude, sans lampe frontale, donc tout s'est bien passé. On va attaquer le petit ponche dans 5 minutes et puis bon, la soirée va continuer doucement. À toi? Eh bien, écoute, s'il n'y a rien de spécial, moi je reste en stand-by et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez, à demain. Pour certains, la nuit ne fait que commencer. Jean-Marc Ponce et Jean-François Cosson s'occupent, eux, du recensement des chauves-souris. Il y en a encore une, Jean-François, là. Ah ouais? Et elle est marquée de l'année dernière. Ah super, ça c'est une recapture. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite frugivore. Ouais. Carolia? Carolia. Ça doit être Carolia. Alors ça c'est typique, ça. C'est vraiment la petite frugivore de sous-bois qu'on n'a pas sur les îlots éloignés. Elle arrête d'exploiter en fait les milieux fragmentés. Surtout. Le pouce, elle t'a mordu là? Ouais, bien, ouais. Ah la vache. Bien mordu, ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas. Ouais. C'est une petite espèce, donc il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, elles ont pas trop de force quand même, heureusement. Waouh. Ouais. Protoptérus auritus. Une des plus grandes chauves-souris du coin, carnivore. Mais difficile à capturer parce qu'elles se libèrent très rapidement des filets. Quoi. Elles sont très... Là, tu vois, c'est vraiment une grosse carnivore. Ça consomme des oiseaux, des batraciens, des lézards. Alors, ouais, celle-ci, en fait, on l'a retrouvée sur les îles. Ouais. Ce sont des grandes chauves-souris qui ont des grands rayons d'action. Alors, donc, ils n'hésitent pas, en fait, à utiliser les milieux fragmentés, à aller d'île en île ou de passer des îles au continent. Comme les rongeurs, les petites espèces de chauves-souris qui se nourrissent de fruits payent un lourd tribut au barrage. Trop petites pour voler d'une île à l'autre, à court de ressources alimentaires, elles ont totalement disparu des îlots éloignés. Les espèces les plus grosses, elles, capables d'aller chercher loin leur nourriture, se sont très bien adaptées à ce nouvel environnement. Certains peuvent penser que ces disparitions d'espèces locales, ces rééquilibrages des communautés d'animaux et toutes ces conséquences du morcellement forestier qu'on a observé dans les îlots formés par la montée des eaux ne sont pas si importantes. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que derrière ça, il y a des conséquences en cascade sur le fonctionnement de l'écosystème forestier qui peuvent être très importantes. Il y a des ruptures d'équilibre et des chaînes alimentaires qui sont également rompues et tout un fonctionnement qui est perturbé. Donc en fait, les conséquences et les attendus de notre étude ont une portée beaucoup plus large que ce qui peut se passer dans le cas d'un barrage, en fait d'une forêt inondée à la suite de la mise en service d'un barrage. Elle concerne tout ce qui peut se passer dans des milieux, dans des habitats fragmentés par les activités humaines. Et ça, c'est un problème très important en écologie et tout cela peut donc avoir des conséquences très importantes sur l'équilibre écologique de la planète dont on dépend évidemment. Par le bouleversement de la chaîne alimentaire, le morcellement de la forêt en petits îlots provoque des déséquilibres qu'il est impossible de prévoir dans le détail.
Ce fabuleux laboratoire en plein air fournit pour la première fois aux scientifiques des données concrètes sur une perturbation écologique d'importance. Nous sommes de retour à Madagascar pour ces nouveaux mondes consacrés au problème de la déforestation. Nous allons, avec Jean-Jacques Peter, qui nous suit depuis le début de cette émission, et Armand Rakouzaf, qui est botaniste, parler maintenant des espèces végétales, qui sont bien entendu les premières victimes de ce déboisement. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'espèces végétales qui font la richesse de Madagascar? 85% des plantes de Madagascar sont médicinales. Je vais vous citer le croton là. C'est une plante aromatique en même temps médicinale là. Tu vois? Alors, si on va vous expliquer pourquoi croton, puisqu'il y a deux glandes à la base du limbe là. Deux glandes là. Et le fait sont... Ah oui. Il y a deux glandes à la base. Oui. Et puis, si vous froissez le fait, c'est une plante aromatique. C'est contre la sinusite, surtout en décoction. Hein. Ah bien. Ah oui. Hein. Ah oui, ça sent. Oui, ça sent le médicament. Ah oui. Enfin, presque. Ah oui, c'est un croton. Il est aromatique et en même temps médicinal. Et endémique. Ah oui, endémique. Le croton. Ah oui. Ah oui. Il y a une autre plante là, c'est le Canarium madagascarensis. C'est cette plante-ci? Non, justement, c'est celle qui a de grandes feuilles là. Ah, celle-là? Ah oui, celle-là. Non. Elle est endémique. Alors si vous froissez, hein, vous allez voir, vous froissez le feuille, et puis ça sent très bon. Et ça sent très bon. Et ça remplace le mercure, non, celle de l'alcool de menthe. Quand on a mal au ventre, ah oui. Tu vois, puisque les plantes aromatiques, hein, ils ont des utilisations plus vastes, quoi. Les plantes aromatiques. Vous vous inspirez en fait du savoir des anciens du village et des paysans. Ah oui, en fait. De toute façon, quand nous allons en forêt comme ça, nous avons toujours un guide, c'est-à-dire un guérisseur, qui nous dit, oh ça, si nous utilisons ça, c'est contre telle maladie, contre ceci, contre celle-là. C'est très intéressant de déterminer les plantes. Oui. Il faut aussi arriver à en extraire les principes actifs. Oui. Alors, je vais vous montrer comment ils s'y prennent un petit peu pour réaliser cette opération difficile. Ah, directement sur le terrain? Directement sur le terrain. Sur la côte est, oui. toujours. Hein. On se retrouve dans le petit village d'Ampaitomazine, qui traduit l'endroit où on se retrouve de nuit, pourtant c'est le jour. Oui. Mais je vais vous montrer l'endroit où on utilise les plantes médicinales, qui sont la chance de ce petit coin de forêt qui a été un peu trop exploité et qui donne du travail aux gens du village pour rechercher les plantes médicinales et les extraire les produits importants des plantes médicinales. On passe par là. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Voilà, Olivier, je vous présente Philippe Rachouanev, qui fait un excellent travail ici. Philippe, cette distillerie fait donc partie des nouveaux moyens offerts aux Malgaches pour exploiter différemment leurs forêts. Il y a des potentialités ici dans cette région, telles que le niaouli, le croton anisatum. Vous parlez des plantes en fait qui peuvent être distillées? Distillées. Donc ce sont des plantes que nous exploitons ici avec la participation active de la population locale. Ces plantes sont distillées à quelle fin? Premièrement pour les besoins locaux, oui, mais également pour l'exportation vers l'Europe, vers les États-Unis. Ici, environ, il y a 150 personnes comme population. Une trentaine environ travaillent ici à la distillation. Nous avons réussi partiellement à les conscientiser, à ne plus couper la forêt. Et comme ça aussi, ils trouvent de l'argent pour le riz. C'est ça dont ils ont besoin, avoir de l'argent pour le riz, pour la subsistance quotidienne. Donc si on les fournit l'argent à travers cette distillerie, et ça marche mieux comme ça.
Il faut que nous arrivions à les conscientiser, c'est-à-dire à trouver autre moyen de subsistance pour eux, tel que cette distillation, les attirer ici pour qu'ils ne détruisent pas la forêt. Vous avez l'impression qu'ils ont bien compris? Qu'est-ce qui se passe au conseil de village, par exemple? Vous êtes invités? Oui, oui, nous sommes invités parce qu'à chaque fois qu'on vient ici, on vient presque tous les mois, nous sommes invités aux discussions. Ils commencent à être conscientisés et ma foi, il y a moins en moins d'exploitation forestière, mais une sorte de sensibilisation, quoi. C'est ça, oui. Pour ne citer que le Niaouli, l'année dernière, nous avons produit et exporté environ 800 kilos d'essence de Niaouli. Il y a d'autres expériences comme celle-ci qui ont été installées un peu partout sur le territoire? Oui, oui, il y a d'autres expériences. Il y en a à Mangour pour la distillation d'autres plantes médicinales, à Fianorive, puis d'autres à Lambic, à Tananarive même pour les géraniums, pour le vétiver, pour d'autres plantes qui poussent sur les hauts plateaux. Nous-mêmes, on fait des mélanges comme ingrédients d'utilisation locale, puis en plus l'exportation pour les rentrées de devises, l'aspect économique. En tant que phytochimiste, quelle est pour vous la grande particularité de la forêt malgache? En tant que phytochimiste, je pense que la forêt malgache est caractérisée par une endémicité qui est unique au monde. C'est-à-dire des plantes propres à l'île. Propres à l'île, spécifiques à l'île, qui n'existent nulle part qu'ici. Et dans ces plantes qui sont vraiment endémiques, il y a des molécules qui ont aussi des structures originales. Et pourquoi pas des activités biologiques originales. Et nous recherchons ces molécules peut-être uniques dans cette flore malgache qui est, si vous voulez, aussi unique au monde. Philippe, merci. Puisque vous parliez des vertus médicinales des plantes malgaches, je vous propose de suivre les traces maintenant de Kurt Ostotman, qui lui, au Zimbabwe, est à la recherche de nouveaux principes actifs contenus dans ces plantes qui guérissent les hommes depuis la nuit des temps, afin peut-être de soigner les maladies de demain. Un petit village au Zimbabwe. Aujourd'hui, c'est le jour de consultation de la célèbre guérisseuse Rena. Sa renommée a attiré un Murungu, un docteur blanc. Le professeur Ostetman est venu de Lausanne, en Suisse, pour consulter l'illustre guérisseuse. Pour ne pas faire fuir les esprits, il doit laisser à l'extérieur de la case tous les objets modernes comme ses chaussures et sa montre. Sacrifice infime quand on espère percer les secrets des plantes médicinales indigènes. Son ami Stephen Mavi est un botaniste zimbabwéen et c'est grâce à lui que le professeur peut être introduit dans la case sacrée. Peux-tu lui demander de quel mal souffrait la patiente qui vient de sortir? Je lui ai donné cette plante-là. L'esprit me l'a communiquée pendant ma transe, car cette femme avait très mal au ventre. C'est cette plante-là? Ok. Puis-je la goûter? Parce que habituellement, les plantes qui soignent les maux d'estomac sont très amères. Mais très amer, c'est très amer. En constatant l'amertume de la plante, le scientifique sait qu'il est sur une bonne piste. Sans croire aux esprits, il recueille le précieux savoir ancestral des guérisseurs. Lui qui envoie ses chercheurs, chimistes ou biologistes aux quatre coins du monde pour traquer les plantes médicinales, il utilise la médecine traditionnelle pour gagner du temps. Car il sait que personne ne connaît mieux les plantes du pays que les guérisseurs locaux.
Parmi les 300 à 500 000 espèces estimées dans le monde, moins de 10% sont connues des scientifiques. La parole des guérisseurs est donc très précieuse. Elle pourrait permettre de découvrir de nouvelles substances actives contre les maladies. Ici, au Zimbabwe, le maillon essentiel, c'est lui, le botaniste Stephen Mavi. Enfant, il était berger, et c'est son grand-père qui lui a appris à reconnaître les plantes des hauts plateaux qu'il parcourait avec ses troupeaux. Plus tard, à l'herbier national du Zimbabwe, il apprendra le latin, la langue des botanistes et le nom scientifique de chaque plante. Acanthospermum hispidum. Une fois de plus, Stephen Mavi permet aux professeurs d'identifier sans erreur toutes ces plantes d'Afrique dont parlent les guérisseurs et qu'il aurait bien du mal à reconnaître seuls. Les éléphants arrivent de ce côté. Je crois qu'il vaut mieux s'en aller rapidement. Ok, prends ça là. Par quel côté faut-il partir? La piste qui mène à la découverte de nouveaux médicaments est toujours très longue et hasardeuse. On y perd beaucoup de temps, mais la réussite est parfois au bout du chemin. Un exemple, cette racine dont on ne saura pas le nom précis, car ses propriétés sont en passe d'être brevetées. C'est un secret industriel. Cette racine est très intéressante. Elle protège la plante des attaques de champignons. Nous en récoltons une grande quantité parce que nous avons découvert dans ces racines une nouvelle substance qui combat les champignons. Et cela est très important parce que vous devez savoir que de nos jours, il y a de plus en plus de mycoses associées au sida. Nous cherchons donc à développer de nouveaux médicaments pour traiter ces mycoses. Et l'un de ces médicaments se trouve juste ici, dans cette partie jaune. Mais il y a un problème, c'est que nous avons besoin de plus d'1 kilo de cette plante pour extraire seulement 5 mg de substances actives. C'est un très grave problème. Le professeur Ostetman ne néglige aucune piste dans sa recherche de nouveaux médicaments. Il sait que 20% au mieux des informations recueillies auprès des guérisseurs sont utilisables, mais il ne peut éliminer aucune piste, aussi infime soit-elle. Dans chacune de ces plantes, il y a peut-être une substance qui révolutionnera la pharmacie de demain. Même si, en moyenne, sur plus de 3000 végétaux ramassés et passés au crible de tests sur plusieurs années, un seul donnera naissance à un nouveau médicament. It gives a lot of food. Go to him now. This way, this way. Is this way? Yeah. Okay. Le professeur sait qu'il y a urgence à collecter les informations auprès des guérisseurs. Avec l'urbanisation galopante et la disparition progressive de la tradition orale, petit à petit, c'est tout le savoir accumulé depuis des générations qui est sur le point de disparaître. Aussi, c'est sans relâche qu'il mène son enquête auprès des anciens. Je voudrais lui poser une question. Il y a beaucoup de malades du sida en Afrique. Connaît-il des plantes qui pourraient soigner le sida? Il dit qu'ils ont trouvé quelque chose qui peut combattre cette maladie. Penses-tu qu'il pourrait nous donner des échantillons de cette plante? Beaucoup de guérisseurs pensent que ces plantes peuvent soigner le sida. Mais en fait, elles ne font que soulager certains symptômes liés au sida. Souvent, ces symptômes sont des mycoses qui se développent dans la bouche, l'œsophage et se propagent plus bas. Ces plantes soignent peut-être ces mycoses et les gens pensent qu'elles ont soigné le sida. Mais en fait, elles ne font que soigner les symptômes et non le sida lui-même. Néanmoins, je crois qu'un jour, des plantes, ou plutôt certaines substances issues des plantes, soigneront le sida.
Il y a énormément de plantes dans le monde, peut-être 200 000, 300 000, nous ne savons pas exactement. Et chaque jour, des plantes disparaissent à cause de la déforestation, de l'urbanisation. Nous devons donc aller très vite pour les identifier toutes, continuer d'enquêter sans arrêt dans des marchés comme celui-ci et obtenir autant d'informations que possible. Tester toutes ces plantes, c'est le seul moyen pour nous de trouver aussi vite que possible de nouveaux médicaments. Le lac Kariba, immense lac artificiel qui marque la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie au nord. Un peu en marge de ses recherches, le professeur Ostetman s'intéresse à un problème écologique posé par cette retenue d'eau. Il semblerait qu'une plante qui se développe sur les rives mette en danger la vie des éléphants. Est-ce un éléphant malade? Oui, la trompe de cet éléphant est en train de se paralyser peu à peu. Il devient incapable de se nourrir. Nous pensons que c'est à cause d'une plante qu'il consomme. Regarde sa tête. Ah oui, je vois. Il a de sérieux problèmes pour attraper sa nourriture. Il ne peut plus se servir de sa trompe, il va mourir de faim. Il est probable que cette paralysie de la trompe soit due à la présence de toxines qui attaquent les neurones, parce que le bout de la trompe est rempli de nerfs. Aussi faut-il que nous cherchions ici des plantes susceptibles de contenir de telles toxines. Et ce n'est pas vraiment un travail facile. Mais nous allons récolter ces plantes pour les analyser. Je pense qu'il est très important de faire ce travail, car ici, d'après les estimations, environ 40% des éléphants mâles sont touchés par ce fléau. Il est en effet urgent d'étudier cette plante et de trouver une solution. Boravia erecta, c'est son nom, continue de se développer sur les berges du lac. Les changements de niveau d'eau dus au barrage, conjugués au rayonnement solaire, ont dans l'ensemble fragilisé la végétation. Un équilibre a été rompu et cette plante, qui n'existait qu'en quantité négligeable, a soudainement proliféré. Les éléphants, qui la trouvent sur leur chemin lorsqu'ils vont s'abreuver aux eaux du lac, la consomment aujourd'hui en grande quantité, sans se rendre compte qu'ils courent ainsi à leur perte. Cet exemple tragique symbolise pour le professeur Ostetman tous les dangers liés à l'utilisation aveugle des plantes. Car si de nombreuses plantes possèdent des vertus médicinales, il ne faut pas oublier que les poisons les plus violents proviennent aussi de la nature, comme le curare par exemple. Le scientifique bien souvent part en guerre contre les idées reçues. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon, bien au contraire. No. Lion over there. Des lions là-bas. Lion. Je pense que nous avons maintenant ramassé suffisamment de cette plante. Nous pouvons nous arrêter, tout mettre dans les sacs et filer à un autre endroit. Les plantes tuent ou guérissent. L'univers végétal possède un pouvoir phénoménal sur lequel les scientifiques commencent tout juste à lever un coin du voile. Sur les centaines de milliers de plantes de par le monde, on en connaît aujourd'hui à peine le 10e.
Et s'il est vrai qu'il existe une plante pour chaque maladie, la longue quête de l'homme dans le très mystérieux royaume végétal ne fait que commencer. Nous voici maintenant dans le sud de Madagascar pour ces nouveaux mondes consacrés aux urgences de la planète. Nous avons quitté l'Est pour cette forêt bien différente mais qui souffre elle aussi de déboisement, même si le cadre dans lequel je me trouve ne le fait pas penser. Et pour cause, ici nous sommes en plein dans la réserve de Bérinthe, dirigée par Jean de Holm. Et ici depuis de nombreuses années maintenant, on a réussi à y préserver la faune et la flore. C'est dans cette forêt que vivent par exemple des milliers de lémuriens, cet animal emblématique de l'île de Madagascar. Je vais d'ailleurs rejoindre Jean-Jacques Peter qui nous suit depuis le début de cette émission, qui est spécialiste des lémuriens, qui a bien des choses à nous dire sur cet étrange animal qui, semble-t-il, en dit long sur l'histoire même de l'évolution. Ils sont vraiment étonnamment peu farouches, Jean-Jacques, hein, ah oui, les lémuriens parce ici. Ils sont étudiés presque en permanence. Oui. Alors, ils sont vraiment habitués. On a affaire à quel type de lémurien? Ça, c'est le lémur kata. Oui. C'est le lémur du sud, le plus habituel, qui est le mieux adapté à la température d'ici. Alors, c'est quand même très étonnant quand on les observe un peu, c'est qu'ils ont des attitudes troublantes, qui ressemblent un peu aux nôtres. On a l'impression qu'ils ont quelque chose d'humain. Ils sont construits un peu comme nous, ils ont des mains qui leur servent beaucoup, ils ont des yeux qui voient très bien. C'est des animaux diurnes. Et il est très facile d'ailleurs de les apprivoiser. Quand on apprend un jeune, il y a une très bonne entente. Et ce sont des animaux qui sont déjà un aboutissement d'une assez longue évolution. Et il paraît que ce sont donc des primates au départ. Hein. Ce sont des primates. Ça veut dire qu'ils sont mis au début de la classification des animaux. Chez nous, on a retrouvé, c'est Cuvier, qui est quand même bien connu, qui a trouvé dans le bassin parisien, et même mieux que ça, à Montmartre, dans le gypse de la carrière qui était sous l'église de Montmartre actuellement, des ossements qui étaient avec un éventail d'espèces assez comparable à ce qu'on peut voir ici. La France, qui était un pays tropical, est devenue un pays tempéré, même presque froid, et les lémuriens ont disparu. Et alors, bon, c'est probablement un de ces animaux une population de ces animaux qui petit à petit a lancé l'évolution des primates en Afrique. Alors comment se fait-il qu'en Afrique, les singes aient colonisé une grande partie de ce continent et qu'à Madagascar, on ne trouve pas de singes, on ne trouve que des lémuriens? Eh bien parce que ces lémuriens, Madagascar s'était séparé de l'Afrique. Et c'est vraisemblablement il y a 25 millions d'années qu'un petit groupe est parti, pris sa valise, est parti à Madagascar. En fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais c'est depuis la côte de l'Afrique, il y a des courants qui amènent en permanence des véritables îles flottantes. Or, ces petits lémuriens sont souvent dans des trous d'arbres. Et pendant 6 mois, les courants portent depuis l'Afrique vers Madagascar. Ils ne peuvent pas résister à 6 mois de Eh bien dérive. si, parce que pendant 6 mois qu'ils se nourrissent de pollen, de fleurs, d'un tas de choses qui sont très riches. Et après ça, ils peuvent se permettre de l'hibernation pendant les périodes les plus froides. Alors, partant vers Madagascar, en hibernation à l'intérieur des arbres, ils pouvaient tenir 6 mois sans rien bouffer. Et ils débarquent à Madagascar. Madagascar est une île absolument formidable, c'est un vrai paradis pour eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mammifères. Ils sont les seuls qui arrivent. Ils sont les seuls qui arrivent. Et c'est comme ça qu'on peut considérer que se sont formées des espèces différentes. Alors l'un devenant plus gros, l'un acquérant un doigt plus fin qui leur permettait de fouiller sous les écorces, un autre se tenant en position verticale. Certains sont restés nocturnes, d'autres sont devenus diurnes. Enfin, il y a eu une diversification qu'on connaît bien ailleurs. Dès qu'il y a une grande liberté d'évolution, eh bien, cette liberté est utilisée pour créer des nouvelles espèces. Il y a une autre, c'est une autre espèce, celui-là. Celui-ci, c'est un animal qui vit dans les forêts beaucoup plus sombres. C'est le lémur fulvus ruchus. Il est roux, comme vous voyez, et il est habitué à la grande forêt. Et il s'entend pas avec notre Il s'entend pas, il reste séparé. Il reste séparé. Ça se voit. Ceux-ci sont très bien adaptés à ce climat et prolifèrent. Il y en a plein à la réserve. Là, il suffit de les protéger un petit peu et ça marche.
ces petits animaux qui sont derrière nous et nous avons un ancêtre commun. C'est les ancêtres de nos ancêtres. C'est pour ça que si on veut comprendre un petit peu quelque chose à notre évolution personnelle, donc à notre ancêtre vraiment lointain, il faut lui garder. Et garder ses successeurs et cette diversité qui nous montre un petit peu ce dont est capable le temps, agissant sur des espèces qui ont des possibilités diverses et qui peuvent en profiter. Vous parliez des nocturnes. Oui. Est-ce qu'il est possible ici d'en observer? Oui, il est possible d'observer des nocturnes. Il suffit d'aller la nuit dans la forêt, de prendre une torche, une lampe électrique, et puis de la mettre près de nos yeux. Et alors à ce moment-là, on voit dans un arbre, dans un buisson, des petits yeux brillants comme des petits phares. Oui. C'est en fait la réflexion de notre lampe sur ce qu'on appelle le tapis derrière la rétine. Alors la lumière se réfléchit sur ce miroir et revient à travers. C'est bien que ça leur permet une vision bien supérieure à la nôtre, parce qu'elle est double en quelque sorte. C'est pas toujours évident de circuler dans la forêt quand la nuit est tombée. C'est l'épilémur leucopus. C'est un bébé. Il a toujours une position verticale. Alors c'est un groupe qui est très spécialisé, avec une alimentation végétale et avec les mêmes adaptations que le lapin. Mais qu'est-ce qui caractérise autrement cette espèce nocturne par rapport à la diurne? Eh bien, sa taille. Les diurnes sont généralement de plus grande taille, et donc ils ont moins d'ennemis. Et d'autre part, ils se déplacent comme on le voit bien là-dedans, au milieu des buissons, mais quand il veut aller vite, il saute d'un tronc à un autre, et les troncs sont verticaux, et il a une position verticale. Donc il embrasse le tronc quand il y arrive, et il peut aller très vite comme ça en rebondissant d'un tronc à l'autre. Et je suppose d'ailleurs que cette espèce-là, comme celle de jour, participe à la régénération de la forêt. Oui, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, nous allons parler de cette régénération de la forêt et puis aussi des méthodes employées ici à Madagascar pour le reboisement de certaines parties de l'île. Auparavant, nous allons partir sur une autre île, pas extrêmement loin d'ici, en Antarctique, l'île Macquarie. Là-bas, des scientifiques étudient, observent avec attention des espèces animales et végétales endémiques à cette île, d'autant que certains végétaux sont des marqueurs qui permettent de mieux comprendre les états de réchauffement de la planète. Ce n'est un mystère pour personne aujourd'hui. La Terre se réchauffe, et à grande vitesse. Augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère, due aux émanations industrielles, effet de serre provoquant un réchauffement global, des menaces pour notre planète que les scientifiques surveillent de près. En 1995, 4000 km² de glace en bordure de l'Antarctique se sont disloqués d'un coup, contre toute attente. Et en janvier 1998, un phénomène similaire s'est produit. Des signes tangibles du réchauffement de la planète, dont les premières manifestations apparaissent en Antarctique. Aujourd'hui, c'est le départ de l'Aurora Australis, un brise-glace qui effectue des navettes entre le sud de l'Australie et les stations de recherche en Antarctique. À son bord, une équipe de chercheurs, tous impliqués dans l'étude des changements climatiques. Pour certains, cette mission va leur permettre d'assurer la relève des équipes sur place pour les 6 mois à venir. Pour d'autres, il s'agit d'une mission de quelques semaines. Leur destination, l'île de Macquarie. Une île minuscule qui pourrait bien être la première à subir les conséquences dramatiques du réchauffement global. Une véritable île sentinelle de l'océan austral. C'est ici que se font la plupart des grands mouvements d'eau océanique, car l'île est située à la croisée des océans Indien et Pacifique. L'île de Macquarie est située sur le front polaire, là où l'on trouve les dernières glaces. C'est l'emplacement idéal pour observer tout changement d'ordre océanique et atmosphérique. Pour nous, cette île est une petite sentinelle perdue dans l'immense océan austral, mais si importante pour surveiller le réchauffement global. La zone où se trouve l'île de Macquarie est l'une des régions du monde où le réchauffement est le plus important. Sur cette île, la température a augmenté d'1 degré sur les 40 dernières années. C'est donc l'un des premiers endroits où nous étudions les changements climatiques.
Ben McNell est océanographe. Depuis le départ d'Australie, il prélève régulièrement dans l'océan des échantillons d'eau afin d'effectuer des analyses sur leur composition moléculaire. Depuis la Tasmanie jusqu'à Macquarie, nous faisons en permanence des mesures pour connaître la quantité de gaz carbonique présente dans l'eau de surface. Car on sait aujourd'hui que les océans absorbent environ 40% des émissions de gaz carbonique et fabriquent 80% de l'oxygène contenu dans l'air. Parmi tous les océans de la planète, l'océan austral est l'un de ceux qui absorbent la plus grande quantité de gaz carbonique. Il y a dans cette région une forte circulation des eaux de surface et des eaux profondes, ce qui permet d'absorber beaucoup de gaz carbonique et de le répartir dans les profondeurs. C'est dans l'océan austral que les eaux des océans de la planète tout entière se brassent et se redistribuent à travers le monde. Gigantesque mouvement d'eau, générateur des courants marins. Après 1500 km, la Terre est en vue. Le brise-glace peut mouiller au large. L'île de Macquarie ne fait que 30 km de long sur 5 km de large. Mais elle est une sorte de modèle réduit très représentatif de l'ensemble de la planète. La tradition ici veut que les personnes qui ont passé tout l'hiver sur l'île viennent saluer en musique la relève scientifique. Dès l'arrivée du bateau, c'est le branle-bas de combat au camp de base. Il faut renouveler les vivres et décharger du matériel pour la nouvelle équipe. L'île sert de refuge à 4 espèces de pingouins et de phoques, ainsi qu'à plusieurs espèces d'oiseaux. Elle fut proclamée réserve nationale en 1933. Très vite, l'équipe se met au travail. Les botanistes collectent des échantillons de plantes de la toundra pour pouvoir ensuite les analyser dès leur retour sur le continent. Les plantes ici sont vraiment très intéressantes. Beaucoup n'existent que dans cette région subantarctique. Et ce que nous voulons savoir, c'est comment elles vont se comporter en cas de réchauffement climatique. Et si d'autres plantes plus résistantes seront capables de continuer leur développement sur l'île, ou si elles seront simplement vouées à l'extinction. Craig Tweedy a passé plus d'1 an à installer des mini-stations météo. Son but, mesurer la croissance des plantes dans des conditions différentes. Pour cela, il a éparpillé ces mini-stations un peu partout dans l'île. À 2 heures de marche du camp de base, une partie de l'île est un véritable laboratoire naturel qui reproduit à petite échelle le phénomène du réchauffement terrestre. Au niveau de la mer, la température est d'environ 5 degrés. Mais dès que l'on monte, elle chute rapidement. Tous les 100 mètres, la température chute d'1 degré. Notre scénario de base est le suivant. Nous considérons qu'un site situé 100 mètres plus bas qu'un autre représente à l'heure actuelle ce que deviendra dans 40 ans l'autre site situé plus en altitude, en se basant sur la vitesse de réchauffement actuelle. Comme l'île se réchauffe, les plantes qui poussaient jusqu'à présent en basse altitude vont apparaître dans les hauteurs. Mais rien ne garantit qu'elles pourront survivre. Cette plante, celle-ci est vraiment étrange. C'est une Stilbocarpa qu'on appelle le chou de Macquarie. Elle appartient à la famille du ginseng, une plante tropicale. C'est très curieux de la trouver ici. Mais notre étude sur cette plante nous a permis de comprendre qu'elle se comporte en fait comme les plantes de la forêt tropicale humide, celles qui poussent sous les grands arbres et qui se satisfont de peu de lumière. Ici, pas de grands arbres, mais tous ces nuages font que cette plante se développe parfaitement bien lorsqu'il y a peu de lumière. Mais si on la met dans des conditions de luminosité plus importantes, ou comme ici à des températures plus élevées, elle ne se développe plus aussi bien.
Au sommet, la végétation est pauvre et se compose d'un tapis d'herbes rases. Pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, cela ressemble à de l'herbe quelconque. Mais en fait, il y a plusieurs espèces ici. Il n'y a pas d'herbe haute, ni de gros choux, comme on peut en trouver plus bas. Pas d'herbe à hauteur de genoux, ni à mi-cuisse. Il n'y a rien comme ça ici. Ces serres vont permettre de tester la résistance des différentes espèces d'herbes au réchauffement. Le plastique ayant pour fonction d'augmenter la température de 3 degrés, Justine aura pour mission, les 6 prochains mois, d'enregistrer toutes ces observations. Nous ne nous attendons pas à ce que toutes les espèces réagissent de la même manière. Certaines espèces vont probablement croître plus vite, d'autres vont disparaître, d'autres encore vont sans doute proliférer. Toutes ces plantes sont adaptées à des climats froids et supportent des conditions que beaucoup d'autres plantes ne pourraient tolérer. Mais leur spécialisation les rend aussi très sensibles à de faibles variations de température. Aussi risque-t-elle d'être parmi les premières espèces au monde à disparaître à cause du réchauffement global. Mais l'intérêt de cette île va plus loin encore. Elle est aussi un indicateur qui permet aux scientifiques de prévoir comment des écosystèmes plus importants vont réagir au réchauffement. Un écosystème aussi simple que celui de Macquarie se révèle néanmoins complexe. La couche de terre fertile est peu épaisse et les plantes, pour survivre, ont besoin absolument de l'apport supplémentaire d'azote qui provient des excréments de pingouins. Si la population de pingouins diminue à cause de changements dans l'océan, les plantes en subiront forcément les conséquences. Les pingouins royaux se reproduisent à 2 km à l'intérieur de l'île. Une marche longue et pénible. Cela fait maintenant 3 semaines que les œufs ont été pondus et les femelles les ont couvés pendant tout ce temps. En ce moment, les pingouins mâles arrivent et prennent la relève. Ils vont les couver à leur tour et les femelles vont pouvoir aller se nourrir en mer. L'île de Macquarie est le seul endroit au monde où vivent les pingouins royaux. Ils se nourrissent essentiellement de krill, une sorte de petite crevette qui vit à proximité du front polaire. Mais si l'océan se réchauffe, le front polaire pourrait reculer et le krill ne sera plus accessible aux pingouins royaux. L'espèce sera alors en réel danger. Pour la première fois, les pingouins royaux vont être précisément recensés. Un travail essentiel car une diminution de la population de ces animaux serait révélateur d'un réchauffement de l'océan. De la même façon que les plantes dépendent des pingouins et les pingouins dépendent du krill, les éléphants de mer dépendent eux aussi de la bonne santé de l'océan austral. Ils se nourrissent dans la région la plus froide, dans les glaces de l'Antarctique. Mais si celle-ci diminue, c'est tout l'équilibre de la chaîne alimentaire qui s'en trouvera transformé. S'il y a formation d'une banquise importante durant l'hiver, au printemps, il y aura d'énormes quantités de phytoplancton, des algues microscopiques qui apparaîtront sous la glace. Et comme c'est la nourriture exclusive du krill, il y aura aussi énormément de krill dont les calmars se nourrissent. Par conséquent, plus de calmars pour les éléphants de mer qui les mangeront à leur tour. Le recensement des phoques est effectué depuis 1950. Aujourd'hui, on constate que cette population est réduite de moitié. Les jeunes sont pesés tous les ans afin de voir si leur nourriture est suffisante. Personne ne sait si la population a chuté à cause du réchauffement, mais ce qui est certain, c'est que ces animaux subiront les changements océaniques. Mass. Okay. 138. Si les prévisions sont exactes, dans les 100 prochaines années, la température va augmenter de 3 degrés et la banquise va fondre. Il n'y aura aucune élévation du niveau des mers puisque cette glace flotte à la surface de l'océan, mais cela sera catastrophique pour ce qui est des mouvements océaniques. Lorsque l'eau gèle en surface pour former la banquise, l'eau environnante, devenue plus froide et plus dense, descend alors vers les profondeurs.
Au fond des océans, cette eau froide se disperse sur l'ensemble de la planète, provoquant la remontée des eaux plus tempérées en surface. Si la glace se met à fondre, c'est tout le processus qui se ralentira. L'eau des profondeurs stagnera, ne pouvant plus absorber le gaz carbonique et les autres gaz responsables du réchauffement. Celui-ci s'en trouvera accéléré et amplifié de façon dramatique. Pour les scientifiques australiens, ce processus est sur le point de s'enclencher. Et c'est en surveillant jour après jour la faune et la flore de cette petite île de Macquarie qu'ils seront capables de détecter les changements futurs à l'échelle de la planète. Nous voici de retour à Madagascar, dans le sud de l'île, toujours avec Jean-Jacques Péter. Et depuis le début de cette émission, alors que nous vous parlons de déforestation, voici ici le plus triste exemple de ce qui est en train de se passer sur l'île depuis de nombreuses années. Ici, Jean-Jacques, on a pratiqué la politique de la terre brûlée. Oui, c'est une terre qui a été brûlée avec une végétation extraordinaire qui est adaptée à la région et qui en fait protégeait le sol. Alors le sol est maintenant complètement dénudé et on peut se poser le problème, peut-on replanter? On voit encore un petit morceau de forêt là-bas. La forêt qui est donc derrière nous était celle qui était ici également. C'était pareil. Alors petit à petit, elle recule et puis on va avoir le même type de paysage si on n'arrive pas à arrêter cette destruction permanente. Ici, si on devait laisser cette terre comme ça, que deviendrait le sol sur lequel on est? Petit à petit, ça deviendrait de plus en plus dur. Là, c'est encore possible de s'en servir, de replanter ici, et ça vaut la peine de faire les essais. Autrement, on laissera tout, puis Madagascar deviendra un désert. C'est pour ça que les essais qui ont été faits de replantation par Maxime Alorge sont très intéressants à voir parce que c'est encourageant. On peut se dire que dans l'avenir, on peut peut-être développer encore plus ces techniques et puis repeupler certaines zones qui sont très abîmées. Étendre donc l'exemple initié par Maxime à l'ensemble de l'île. C'est bon. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors c'est un arbre parmi beaucoup d'autres donc que vous avez déjà replanté, que vous êtes en train de mettre en terre. C'est quel type d'espèce celui-là? Ça c'est un baobab. C'est un baobab? Oui, c'est un moringa, c'est de la même famille que les baobabs, c'est un arbre botanique. Mais qui deviendra aussi grand que les baobabs Qui deviendra aussi grand et plus rapidement. Oui. Tous ces arbres que vous voyez, ça a été replanté il y a 4-5 ans. Ça a été sur une durée de 3-4 mois. Et donc on a replanté environ 6 000 arbres. De façon générale, ça a bien marché? Ça a bien marché étant donné qu'on a fait ça à la saison des pluies, donc au moment où ça nous permettait de reboiser un maximum. Alors expliquez-moi Maxime, comment procédez-vous exactement? Un reboisement, ça se fait pas comme ça par hasard? La première étape, c'est d'essayer de protéger un endroit qui a été dévasté et qu'ils arrêtent de brûler, parce que les gens chaque année rebrûlent à nouveau, donc ils appauvrissent à chaque fois la terre, donc ça a été la première chose qu'on a faite. Et ensuite, donc on part dans les forêts que vous voyez au fond là-bas, et donc ces endroits brûlent chaque année, et donc nous on essaye de récupérer les plus beaux plants et les plants les plus rares des espèces de la forêt du Sud. Par exemple, cet arbre-là est à 90% dans la forêt. C'est vraiment l'arbre que vous trouvez le plus fréquemment. Donc c'est l'arbre qu'on replante le plus possible. Et ensuite, on a environ une cinquantaine d'espèces d'arbres où on sait qu'ils vont reprendre, parce que certains arbres ne reprendront jamais, donc on ne peut pas vraiment recréer une vraie forêt. Il ne faut pas planter deux comme ça trop près. Il est intéressant d'avoir comme modèle la forêt d'origine, qui permet donc de décalquer en quelque sorte le système qui existe. Disons qu'en tout cas, dans cette partie-là, vous voyez bien qu'il y a toute la forêt secondaire qui est en train de revenir. Donc en premier, c'est des acacias. Et donc ça recrée à nouveau tout un couvert végétal qui est très important, ça fait du substrat, ça régénère la terre. Et donc on voit bien là au bout de 4 ans que la forêt reprend, vous voyez les oiseaux qui reviennent, les serpents, les rats, les insectes. À partir du moment où vous protégez, les oiseaux reviennent, ils mettent beaucoup de graines, ça permet de recréer une forêt secondaire qui par la suite, si on la protège,
Actuellement, on n'imagine plus une forêt sans penser aux animaux qui sont dedans. L'avantage que nous avons ici, c'est que toutes les plantes sont très résistantes. Elles sont adaptées au sud, qui a un climat très dur. Et donc, ça nous permet même de replanter un arbre qui fait déjà 3 ou 4 mètres. Si on récupère correctement les racines, il survit. C'est beaucoup plus dur sur la côte est. Et il y a évidemment beaucoup moins de variétés de plantes qui pourront pousser. Ça vaut la peine de tenter cette opération et de la montrer. Ça peut servir d'enseignement et d'encouragement pour des gens qui ont envie de reconstruire. Est-ce que votre choix concernant le reboisement de certaines espèces s'est porté sur je sais pas, des plantes ou des arbres qui sont pour le moment en voie d'extinction, par exemple? Le problème, c'est qu'à peu près tous les arbres qu'on reboise ici et qu'on replante sont en voie d'extinction, étant donné que la forêt du Sud est vraiment dans un état catastrophique. Et on base aussi notre action sur certaines plantes qui ont des propriétés médicinales très importantes. Protéger en fait tout ce qui peut participer à la pharmacopée d'aujourd'hui. Tout à fait, surtout quand on sait qu'actuellement ces forêts brûlent, vous avez des espèces inconnues qui disparaissent, et si ça se trouve, vous avez des médicaments qui pourraient servir à tout le monde. Donc le reboisement n'a pas qu'une valeur esthétique et climatique, mais c'est également important pour le devenir de nos guérisons futures. Tout à fait. Ouais. Cela dit, vous ne vous occupez pas que de reboisement, Maxime, vous vous occupez également de déplacer des groupes de lémuriens, m'a-t-on dit. Oui, tout à fait, des réintroductions de lémuriens dans des parties où les animaux ont été tués il y a longtemps, ou alors une déforestation qui a empêché ces animaux de revenir. Bon, nous allons voir ça ensemble dans un instant. Auparavant, on va s'occuper d'un autre animal beaucoup plus impressionnant, la baleine grise. Jean-Michel Cousteau les observe depuis quelque temps maintenant en mer de Cortés et sur la côte ouest du Mexique. Là-bas, elles ont décidé depuis longtemps maintenant d'aller se reproduire. Le problème, c'est que l'installation d'une usine de sel risque fortement de compromettre ce lit douillet dans lequel elles batifolent. Les baleines grises passent l'été en Arctique, où elles se nourrissent principalement d'organismes vivants enfouis dans les sédiments marins. Avec la venue de l'automne, la lumière et la nourriture disponibles diminuent, l'eau se refroidit. Il est temps pour les grands cétacés de prendre la route du sud. Au rythme de 150 km par jour, ils longent sur 8000 km la côte ouest de l'Amérique jusqu'au terme de leur voyage, la péninsule de Basse-Californie dans le nord du Mexique, une région désertique d'une sauvage beauté, et plus précisément le lagon de San Ignacio. Mais ce sanctuaire est menacé. Jean-Michel Cousteau, directeur d'un institut de protection du milieu marin, s'efforce de mobiliser l'opinion contre un projet qui met en péril l'un des principaux sites de reproduction de l'espèce, et il se rend sur le terrain pour tirer la sonnette d'alarme. Le gouvernement mexicain envisage en effet d'y implanter une gigantesque mine de sel, la plus grande du monde. Les eaux chaudes et salées du lagon favorisent la production du plancton et le démarrage d'une chaîne alimentaire particulièrement riche, mais aussi fragile. Une forêt de mangroves, les seuls arbres poussant en eau salée, s'est installée à la frange du désert et de la mer. Je suis convaincu que si on attire du monde ici, la mangrove sera détruite, comme cela s'est déjà produit ailleurs. C'est inévitable. Et le fragile écosystème du lagon sera perturbé. Donc les baleines ne sont pas les seules menacées, mais tout le milieu naturel. Chaque ouvrier de la mine viendra avec sa famille. Au total, 1 millier de nouveaux résidents qui couperont la mangrove pour faire cuire leur repas et dont les rejets se déverseront dans le lagon. La mangrove a fait naître la vie dans le désert. Des milliers d'oiseaux viennent y nicher. Les poissons du large viennent s'y reproduire et ces curieuses racines en arceaux constituent un abri pour les jeunes de nombreuses espèces. Végétation d'une extraordinaire vitalité, la mangrove exporte la matière végétale qu'elle produit vers la mer, contribuant à sa fécondité sur de vastes étendues.
En 1988, le gouvernement mexicain a d'ailleurs inscrit le lagon et le désert qui l'entourent sur la liste des réserves de la biosphère des Nations Unies, en tant que milieu d'un intérêt exceptionnel à protéger pour les générations futures. San Ignacio est ainsi le seul lagon de la côte pacifique qui soit resté vierge de tout aménagement. Aujourd'hui encore, quelques familles vivent d'une économie de subsistance basée sur la pêche. Durant la morte saison, ils complètent leurs revenus en emmenant des groupes de touristes rendre visite aux baleines qui semblent ne pas en souffrir. Chaque hiver, depuis des milliers d'années, le lagon se transforme en une gigantesque nurserie. Les baleines grises reviennent y mettre au monde leurs petits, bien à l'abri des grands prédateurs de l'océan. La gestation dure environ 1 an. La mère donne naissance à un unique petit qu'elle allaite pendant 7 mois. Le baleineau se constitue rapidement une épaisse couche de graisse protectrice car il doit être prêt à affronter la longue migration vers le nord. Les eaux chaudes et salées aident sans doute les jeunes à conserver une température corporelle idéale et facilitent leur flottaison. Ici, nous sommes juste à la limite des grandes marées. Lorsqu'elles se produisent, toute la plaine est inondée. C'est précisément ici que la mine de sel doit s'installer. Et voici à quoi elle ressemblera. La compagnie Mitsubishi, promoteur du projet, exerce déjà ses activités non loin de là dans le lagon de Guerrero Negro, autre sanctuaire des baleines. De quoi se faire une idée de l'impact d'une entreprise industrielle de cette envergure. Selon les prévisions, 28 000 litres d'eau du lagon seront pompés chaque seconde, un prélèvement qui pourrait modifier température et salinité. Des digues seront édifiées pour contenir sur 180 km² l'eau nécessaire à l'évaporation. La production de cette exploitation est de 7 millions de tonnes par an. Un succès qui encourage la construction d'une deuxième unité à San Ignacio, avec à la clé un boom économique pour la région. Ce n'est pas une industrie lourde, mais elle est très préjudiciable à l'écosystème. On parle d'inonder plus de 200 km² de sable, de creuser un canal de 20 km ou plus, de la construction d'un quai de 1,5 km qui serait situé exactement sur le trajet de migration des baleines. And would be situated exactly in the route of the whale's migration. Right there! Il est juste là, droit devant. Il est posé sur le nez de sa mère. Elle le soutient pour qu'il puisse respirer. Elles se comportent comme des enfants. Elles veulent juste voir ce qui se passe et s'amuser avec les bateaux. Pour elles, nous sommes des jouets. Comme vous pouvez l'imaginer, si elles le voulaient, leurs 35 tonnes pourraient facilement nous envoyer par-dessus bord. Mais elles ne le font pas, car il n'y a pas la moindre méchanceté chez ces animaux-là. Elles viennent, elles nous regardent, avec beaucoup de douceur. Nos relations avec les baleines ont évolué très rapidement. D'épouvantables massacres étaient encore perpétrés il y a quelques décennies seulement. Aujourd'hui, nous leur témoignons un amour qui pourrait être excessif. Après avoir appris à les aimer,
nous devons apprendre à les respecter. Très curieuses de l'espèce humaine, les baleines grises s'approchent volontiers des bateaux pour solliciter le contact. Elles ne comptent pas parmi les plus grands cétacés, mais elles peuvent atteindre 15 mètres et peser plus de 30 tonnes. Certains sujets d'une taille exceptionnelle, généralement des femelles, atteignent même 40 tonnes. Ce sont les mères et leurs petits qui se montrent les plus familiers. Il arrive que les baleines surfent sur les vagues, mais leurs acrobaties les plus spectaculaires sont les sauts qu'elles effectuent de temps à autre. Pourquoi sautent-elles? Peut-être par jeu, ou pour se débarrasser des coquillages fixés sur leur peau. Mais il est aussi possible qu'elles communiquent de cette façon avec leurs congénères. Les mammifères marins, et les baleines en particulier, sont des animaux acoustiques. Ils communiquent avec des sons. La vue joue un rôle secondaire, tandis que les sons, du fait que l'eau est incompressible, peuvent voyager sur des centaines de kilomètres. Le lagon de San Ignacio n'a pas toujours été un havre de paix. Au 19e et au début du 20e siècle, les chasseurs déciment les populations de baleines grises qui chutent jusqu'au seuil critique de 2000 individus. L'espèce est protégée en 1946, ce qui lui a permis de retrouver un effectif estimé à 30 000. Grâce à cela, les baleines grises ont été rayées de la liste des espèces en voie de disparition en 1994. Mais quelques mois plus tard, surgit le projet d'implantation de la mine de sel. Aussitôt, un comité de défense se crée. Mitsubishi jure de son côté que le projet d'extraction de sel sera un modèle de respect de l'environnement et qu'il n'aura aucun impact négatif sur le lagon et les baleines. Ce n'est évidemment pas l'avis du comité de défense des ressources naturelles, constitué autour de personnalités telles que Jean-Michel Cousteau ou Robert Kennedy Jr. Ce que les promoteurs de ce projet entendent lorsqu'ils parlent d'économie, c'est une spéculation sur la planète, comme si c'était une valeur marchande dont les ressources naturelles sont à convertir en dollars le plus vite possible. Et après quelques bonnes années de pillage, vous êtes devenus riches. Bien sûr, cela procurerait une rentrée d'argent immédiate et l'illusion d'une économie prospère, mais nos enfants auront à en payer l'addition. Grâce à l'influence de ces ténors de la défense de l'environnement, épaulé par d'autres personnalités de la politique et du spectacle, le projet d'implantation de la mine est pour l'instant suspendu. Le gouvernement mexicain a créé une commission de scientifiques qui aura pour mission d'évaluer l'impact de la mine sur l'environnement, la faune et la flore. Les résultats seront publiés en 1999 et une décision sera prise ensuite. Pour les biologistes, c'est l'opportunité d'étudier pour la première fois en détail les relations complexes qu'entretiennent les baleines avec le milieu lagunaire. La complexité des liens qui unissent la chaîne alimentaire et le milieu est à peine décryptée. Il serait stupide de détruire les clés qui nous permettraient de comprendre le fonctionnement de cet écosystème. Mitsubishi soutient que si le projet se réalise, l'environnement ne subira aucune modification ni dans 10 ni dans 20 ans. Une assurance pour le moins péremptoire, car on imagine mal comment un projet de cette envergure pourrait éviter tout impact sur la nature. Ignorantes de la menace qui pèse sur elles et de l'agitation dont elles font l'objet, les baleines grises de San Ignacio vaquent à leurs occupations, comme elles le font depuis des milliers d'années. Elle vient par ici avec le bébé. Il pousse le bateau. C'est un endroit à préserver.
le seul lagon intact fréquenté par les baleines qui soit resté à l'état naturel. J'y vois un lieu symbolique où l'homme peut perdre ou gagner. Finalement, ça a aussi une valeur philosophique. Retour au sud de Madagascar pour ces nouveaux mondes consacrés aux urgences de la planète, toujours avec Jean-Jacques Péter et avec Maxime Alorge. Maxime, on vous a suivi il y a un instant concernant le reboisement, et vous œuvrez sur différents fronts et entre autres sur celui également de la réintroduction d'espèces animales, comme celle des lémuriens. Pourquoi envisager une politique de réintroduction ? À Bérent, en tout cas, c'est assez simple parce que c'est une forêt de 300 hectares, donc une petite forêt, une forêt-galerie. Les lémuriens sont protégés depuis environ 60 ans ici. On se retrouve avec largement plus de 1000 lémuriens pour une forêt de 300 hectares. Et donc, peu à peu, vu leur régime alimentaire où c'est uniquement les feuilles et les fruits, ils sont en train de détruire peu à peu cette forêt. Ce qui veut donc dire que le déséquilibre qui a lieu actuellement, pour qu'il soit endigué, demande qu'une partie de la population de ces lémuriens soit déplacée. Oui, tout à fait. Oui. Vous pratiquez comment alors cette méthode de translocation ? C'est sur plusieurs étapes, mais à la base, donc, il y a évidemment une capture d'un groupe qui se retrouve en conflit avec plusieurs autres, donc qui a un très faible territoire. Et donc on capture ce groupe, on le transfère dans une autre forêt où il n'y a pas d'autres lémuriens, et donc on les garde une quinzaine de jours en général dans une cage pour qu'ils restent groupés, et à partir de là ça devient leur territoire, et on peut les relâcher, et là ça devient leur nouveau territoire. Et un groupe, vous en avez capturé un il n'y a pas longtemps qui est en attente de libération. Oui, là actuellement, oui, on va le libérer bientôt. Est-ce que vous choisissez un moment spécifique dans l'année pour la capture des lémuriens ? Oui, on pratique ça justement juste après la période de reproduction. Parce qu'il faut savoir qu'une femelle kata, une femelle lémurien en général même, n'est en chaleur qu'une seule fois dans l'année, pendant une journée. Donc durant cette période, vous avez 10 ou 20 mâles qui vont s'accoupler avec elle, ou en tout cas tenter de s'accoupler avec elle. Voici donc cette fameuse cage qui renferme, on peut appeler ça toute une famille ? Oui, là c'est tout un groupe, 6 individus. Normalement chez les lémurs kata, on peut avoir jusqu'à 20-25 membres dans un groupe. Là c'est un petit groupe, c'est un jeune groupe, il y a la femelle dominante. Vous avez c'est laquelle la femelle dominante ? Celle qui est tout au bout là. Ah oui. Vous avez une autre jeune femelle, un mâle, et à côté de ça vous avez trois petits jeunes de 6 mois environ qui sont nés donc cette année. Là ils viennent de passer 15 jours dans cette cage, maintenant ils sont habitués à tout leur environnement qui est tout à fait nouveau pour eux. Oui. Et maintenant on va pouvoir les relâcher sans stress, ils vont pouvoir repartir sans problème, c'est devenu déjà un peu leur territoire. Ils vont d'emblée sortir de la cage, vous pensez ? On va voir, il y a peut-être un temps d'adaptation. Là, cette forêt où on les relâche, vous avez déjà des groupes de lémuriens, dont certains qui ont été relâchés il y a 2 ou 3 ans. Et donc on place la cage à l'endroit où évidemment les groupes ne se trouvent pas. Vous avez bon espoir qu'avec de telles opérations, le rééquilibrage des différentes forêts puisse se faire ? Oui, non, en tout cas dans cette petite partie, oui, ça a déjà été prouvé. Ça fait plusieurs années maintenant, près de 6 ans qu'on réintroduit des lémuriens. Et donc c'est sûr qu'on peut réintroduire des lémuriens en suivant certaines étapes tout à fait correctement. Quand on observe toute cette végétation qui encadre le fleuve Mandraré, on a un peu de peine à penser, Jean-Jacques, qu'en fait cette île de Madagascar souffre de déboisement, comme on a pu s'en rendre compte tout au long de cette émission. Quelle est votre opinion, votre regard global sur la situation d'aujourd'hui ? Je pense que l'écotourisme est la seule chance, je dis la seule, de sauver quelque chose à Madagascar. Mais il faut un écotourisme pris un peu autrement,
qui détruit les forêts, qui brûle les forêts? Eh bien, ce sont les paysans. Les paysans, les villageois, qui ont besoin de riz pour vivre et qui ont besoin donc de défricher des terres. Et je pense que ce qu'il faut, c'est les aider à recevoir eux-mêmes le bénéfice d'un écotourisme. Ce qu'on aimerait, nous, c'est arriver à un point où on pourrait faire vraiment de la propagande pour Madagascar partout en disant « Vous allez être reçus par les gens qui gèrent la forêt eux-mêmes et qui vont vous montrer les oiseaux, les mammifères, les plantes et qui vont les expliquer. » Donc ce qui serait idéal, c'est une sorte de réseau qui permettrait à des touristes de venir passer 3 jours ici, 3 jours là, etc. et de faire ainsi les différentes régions de Madagascar. Mais il y a encore des zones à sauver et il faut obtenir leur accord, leur avis favorable et tenir compte de leurs idées. Parce qu'ils peuvent justement montrer des choses que nous-mêmes, on ne peut pas le montrer. Vous pensez donc, vous avez bon espoir, que dans 20 ans, revenant ici, nous verrons ces berges comme elles sont aujourd'hui? J'espère qu'elles seront mieux qu'aujourd'hui, que les zones dégradées seront replantées. Si on arrive à ce qu'on a commencé à faire avec une série de chercheurs, à replanter la forêt du Sud, c'est possible. Ça serait certainement très difficile pour la forêt de l'Est. Pour la forêt de l'Ouest, c'est peut-être possible aussi, mais il faut faire de gros efforts dans ce sens-là. Ça, c'est le travail des chercheurs, des botanistes qui viennent à Madagascar. Et je pense que si les paysans acceptent ce contrat et que les scientifiques aussi, on arrivera à quelque chose d'intéressant. Bien, écoutez, merci pour d'abord toute l'énergie déployée ici à Madagascar en tant que scientifique et puis de nous avoir guidés depuis le début de cette émission. Quant à nous, bien, on se retrouve non pas dans 20 ans, mais très bientôt, toujours sur France 2, pour de nouvelles aventures dans les Nouveaux Mondes. Au revoir.